Bonjour à tous, vous savez, en moyenne, 600 à 700 films sortent dans nos salles françaises chaque année, hors Covid. Films français, américains, coréens, japonais, espagnols et j'en passe. Il serait donc légitime pour le grand public qui n'est pas forcément connaisseur de cinéma de se dire qu'un film est facile à faire. Ben, pas tant que ça, car il subit différentes étapes de création. Il y a d'abord l'idée, l'écriture du scénario, la recherche du réalisateur et du casting, les repérages pour le tournage, les storyboards, le tournage, la post-prod, le marketing pour vendre le film, la sortie en salle et sa sortie au marché vidéo. Du début de sa conception à sa conclusion, un film met à peu près 3 ans à se faire. Bien sûr, c'est une moyenne, d'autres mettent moins de temps, d'autres plus de temps, mais après plus de 120 ans d'existence, l'histoire du cinéma nous a appris que faire un film est un vrai parcours du combattant qui, très souvent, à l'arrivée, peut déboucher sur rien. Des projets ambitieux annulés pour X raisons, et c'est de ça dont nous allons parler. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de 3 films qui, à un moment donné, étaient très attendus par les fans et qui, encore aujourd'hui, au mieux, se font attendre, au pire, sont de l'histoire ancienne. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque. Numéro 1. Dune, réalisé par Alejandro Jodorowsky. On commence là avec un sujet qui anime les débats les plus fous depuis plus de 40 ans, le Dune de Alejandro Jodorowsky. Véritable puits à fantasmes pour tout cinéphile qui se respecte, le film aurait dû être une date dans l'histoire de la science-fiction et du cinéma en général d'ailleurs. Malheureusement, le destin en décidera autrement. Au début des années 70, Alejandro Jodorowsky, réalisateur chilien du film El Topo, vient de sortir son nouvel effort, La Montagne Sacrée, qui a un beau succès. Le producteur français Michel Seydoux, qui a distribué le film en France, veut absolument lui produire son prochain film, lui donnant carte blanche. Alejandro Jodorowsky choisit un livre qu'il n'a pas lu mais dont tout le monde parle, Dune, écrit par Frank Herbert. Considéré comme la bible de la science-fiction avec cette histoire de guerre intergalactique pour la récupération d'une planète, où pousse une mystérieuse épice pouvant prolonger la vie et éveiller la conscience, donc de fait rare et précieuse. Un enjeu qui permettrait au cinéaste de mettre en image un véritable film trip à une époque où la science-fiction, mis à part 2001 de Kubrick et La planète des singes de Frank Schaffner, était pas encore un genre pris au sérieux comme aujourd'hui. Pour l'aider dans sa création à idées, il fait appel à un certain Jean Giraud, alias Moebius, qui vient de se faire connaître par sa superbe BD Blueberry avec son collègue Jean-Michel Charlier, pour la création des costumes et des storyboards. S'en suivent d'autres grosses personnalités qui se joignent au projet comme H.R. Giger pour l'aspect visuel de certains personnages, Douglas Trumbull, génie des effets spéciaux qui décline l'offre remplacé par Dan O'Bannon, qui vient de donner un coup de main à la première réalisation de John Carpenter, Dark Star. Vient ensuite le casting. Jodorowsky arrive à contacter les plus grands, Orson Welles, Alain Delon, Mick Jagger, David Carradine ou encore Udo Kier. Pour Paul Atreides, le héros de l'histoire, Alejandro propose son fils Brontis, alors âgé de 11 ans, qui reçoit des cours d'arts martiaux et de maniement d'armes pour être crédible dans le rôle. Salvador Dali avait même accepté d'y participer en étant payé $100 000 la minute, sachant qu'il avait que 4-5 minutes de temps de présence, c'était faisable. Sans oublier la musique, où le cinéaste réussit à convaincre des groupes légendaires tels que Pink Floyd, Tangerine Dream ou encore Magma, entre autres, pour créer la bande originale. Un véritable ovni cinématographique dont les ambitions démesurées vont très rapidement les faire redescendre sur Terre. En effet, en 1977, armés de leur dossier de préparation, de leur scénario et de leur storyboard, Jodorowsky et Seydoux partent à Hollywood pour trouver un studio assez couillu pour les aider au financement s'élevant aux alentours de 15 millions de dollars. Hélas, devant l'ampleur du projet et la forte personnalité du cinéaste, tous les studios sans exception refusent la proposition d'adapter cette version de Dune, jugée trop métaphysique, trop géniale, voire trop long. Le film aurait dû durer 6 heures. Le film était à un poil de se faire et pour les sempiternels problèmes d'argent et du manque d'ambition pour certains, le Dune de Jodorowsky tombe aux oubliettes, mais son héritage perdure. Dan O'Bannon, Moebius et H.R. Giger reprendront certains concepts pour la création du Alien de Ridley Scott avec le succès que l'on connaît. Michel Seydoux continuera dans la production pour ensuite se diriger vers le sportif en étant le président du LOSC, le club de foot de Lille, pendant 15 ans. Enfin, Alejandro Jodorowsky, très amer par l'expérience, se désintéressera du cinéma pendant une dizaine d'années pour se consacrer à la BD, notamment pour les séries L'Incal et la caste des Métabarons dont les univers marquent l'empreinte du Dune qu'il rêvait de faire. Cependant, quelques années plus tard, Dino De Laurentiis, le producteur mégalo, décide d'acheter les droits du roman pour une adaptation en 1984.
Réalisé par David Lynch qui a depuis rogné le film, ce Dune a certes des défauts, ce qui l'a empêché d'être un succès à sa sortie, trop compliqué pour les néophytes et trop facile à comprendre pour les connaisseurs. Malgré tout, j'apprécie ce film par son ambiance unique, son casting, sa musique, bref, le film dégage quelque chose qui me parle. En attendant une nouvelle adaptation réalisée par Denis Villeneuve qui devrait arriver courant de l'année si la situation s'améliore. Bien sûr, pour en revenir au Dune avorté d'Alejandro Jodorowsky, je vous conseille l'excellent documentaire Jodorowsky's Dune relatant toutes les étapes de production jusqu'à son annulation. Foncez, c'est génial. Numéro 2. Cobra, réalisé par Alexandre Aja. Cobra est l'un de mes animés japonais préférés et à l'annonce d'un projet de film live il y a plus de 10 ans, j'étais vraiment hypé à l'idée de voir l'un de mes héros de jeunesse à l'écran. Créé en 1978 par Buichi Terasawa, narrant l'histoire d'un homme nommé Johnson qui, retrouvant la mémoire, découvre qu'il est en réalité l'aventurier de l'espace supposé mort connu sous le nom de Cobra, armé du Psychogun, un rayon redoutable dissimulé sur son bras gauche et accompagné d'humanoïdes, sa fidèle coéquipière. Il parcourt l'univers en quête d'aventure, de richesse et de conquête féminine. Un space opéra vraiment fun qui avait tous les ingrédients pour attirer un public friand de divertissement épique mêlant science-fiction, action et humour. Sachant que le personnage a déjà eu droit à un traitement animé via une série en 1982 et un film d'animation sorti la même année, ainsi qu'un revival diffusé de 2008 à 2010, c'est à cette époque qu'un projet de film est annoncé. Alexandre Aja, réalisateur de Haute Tension, du remake de La Colline à des yeux ou encore de Piranha 3D, est un vrai passionné du manga et souhaiterait l'adapter au cinéma. Malheureusement, étant un projet assez cher à hauteur de 150 millions de dollars et surtout la sortie de ce truc a montré que pour les Américains, adapter les mangas sur grand écran relevait plus du foutage de gueule qu'autre chose. Sachant que Cobra est pratiquement inconnu de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui rend le projet difficilement finançable. L'idée tombe à l'eau, puis revient petit à petit vers 2014 avec Edge of Tomorrow de Doug Liman, tiré de l'œuvre de Hiroshi Sakurazaka, prouvant qu'avec un bon réalisateur derrière la caméra, adapter les grandes œuvres venant du pays du soleil levant avec qualité est possible. Pour retomber directement quelques mois plus tard avec la sortie des Gardiens de la Galaxie par James Gunn, qui a clairement vampirisé l'esprit Cobra par son humour, son univers ainsi que le ton pour refaire tomber le projet dans les abysses. Par son budget pharaonique pour une œuvre pas assez connue et son absence de stars liée au projet, l'adaptation live de Cobra semble au point mort, même si Alexandre Aja ne renonce pas et continuera de se battre pour qu'un jour Cobra puisse débarquer sur nos écrans. Quitte à changer de format, le cinéaste français n'exclut pas une nouvelle série télé. Mais bon, l'histoire est là, l'univers est là, même l'argent serait là, parce que ça serait une coproduction franco-japonaise, donc fait par des vrais passionnés du manga, mais ça demande encore un petit peu de travail, donc encore attendre quelques années. Car tous les ans, Alexandre Aja il dit qu'il quitte le projet, puis il revient, donc ça montre quand même que le film live Cobra n'est pas entièrement mort et enterré, mais il faut des gens motivés, car au vu du budget important, à cause des ambitions d'un personnage pas forcément connu dans le monde entier et surtout d'une absence de stars liée au projet pour vendre le film, tu financerais un film à perte. C'est compliqué. Numéro 3, Les Montagnes Hallucinées, réalisé par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro est sans aucun doute l'un des réalisateurs les plus malchanceux de ces 20 dernières années. Il suffit de voir la liste de tous les projets auxquels il était lié et qui ne se sont jamais concrétisés. Un Pacific Rim 2 totalement différent de la merde qui était Uprising, un Hellboy 3 pour conclure la saga annulée pour être remplacé par un reboot que personne ne voulait, une adaptation de Justice League Dark, une nouvelle version du conte de Monte Cristo et de La Belle et la Bête, la saga du Hobbit qui devait faire à la base pour être finalement repris par Peter Jackson, ou encore le jeu Halo au cinéma qui a longtemps traîné dans les tiroirs. Et de tout ça, on retient forcément l'adaptation des Montagnes Hallucinées pour qui Del Toro était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Écrit par le légendaire H.P. Lovecraft qui a été, disons-le clairement, une grande influence pour le réalisateur mexicain, la nouvelle raconte les détails d'une expédition en Antarctique durant les années 30 par une équipe de scientifiques qui, sur place, va découvrir les restes d'une civilisation perdue et des créatures innommables. Tournant majeur de la littérature fantastique et de la démystification du fameux mythe de Cthulhu, un sujet en or pour Del Toro qui a toujours revendiqué avoir été inspiré par H.P. Lovecraft pour la création de ses univers et de ses créatures. En gros, la boucle serait bouclée. L'idée du projet débute en 2006 avec une première monture du scénario. Très vite, la Warner s'y intéresse, mais elle prend vite peur à l'idée de voir à l'écran une histoire sombre, violente et sans happy end. Mais vers 2010, tout se décante quand Tom Cruise accepte de jouer le rôle principal, soutenu par James Cameron qui sera producteur et Universal pour le financement. La production doit être lancée en mai 2011, sauf qu'en début d'année, à quelques mois avant le début du tournage,
tout s'écroule. Universal retourne sa veste au dernier moment à cause d'un budget à hauteur de 150 millions de dollars, mais surtout du classement R. Del Toro ne pouvant alléger la violence graphique, ce qui irait à l'encontre de la vision de Lovecraft. Le projet tombe à l'eau et le cinéaste part réaliser Pacific Rim et Crimson Peak, puis s'avouant vaincu à cause de l'aspect financier qui rend frileux les gros studios, il propose à contre-cœur de réaliser une version PG-13 pour les cinémas et une Director's Cut qui correspondrait plus à la vision qu'il avait au départ pour le marché vidéo. Le projet pourrait se faire dans les prochaines années, mais comme d'habitude ça traîne, du coup Guillermo del Toro s'occupe ailleurs, puisqu'il est en train de finir la post-prod de son nouveau film Nightmare Alley, ainsi qu'une nouvelle adaptation de Pinocchio. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ce nouveau concept d'émission vous a plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 projets, et éventuellement de me dire quels sont vos films cultes jamais réalisés qui vous intéressent le plus. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager la vidéo, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.